En milieu rural, la pratique continue. Pourtant, elle a des conséquences pour la mère et le bébé. Une ONG exhorte les femmes à fréquenter les centres de santé. Les élections présidentielles, législatives et provinciales en République démocratique du Congo sont reportées de 7 jours au dimanche 30 décembre prochain. Annonce faite aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Nous démarrons avec un mot de santé. L'accouchement à domicile continue d'être pratiqué en milieu rural. Pourtant, elle peut être dangereuse pour la mère et le bébé. Dans la localité de Brobo, dans le département de Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, une ONG encourage les femmes à se rendre dans des centres de santé. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. Comme Yao Akessi, les femmes de la tribu Ayouyé dans le département de Brobo ont bravé l'harmattan et les chantiers périlleux pour venir assister à la campagne de sensibilisation sur les bienfaits de l'accouchement dans un centre de santé. On m'a dit qu'il ne faut pas y accoucher à la maison. Je vais accoucher à l'hôpital aussi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 303 000 femmes sont décédées pendant ou après la grossesse ou l'accouchement en 2015. Cette même institution estime actuellement à environ 830 le nombre de femmes qui décèdent chaque jour dans le monde de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Ces décès, dans plus de la moitié des cas, ont lieu en Afrique subsaharienne, surtout en zone rurale. C'est nourri de ces constats que l'ONG Enfance Harmonieuse a organisé à Sarakakro, dans la sous-préfecture de Brobo, une campagne de sensibilisation. Les responsables de cette ONG ont insisté sur la nécessité d'accentuer chez les femmes du monde rural la sensibilisation sur les méfaits de l'accouchement à domicile, cause, selon eux, de la perte de nombreuses vies. Une jeune fille qui est en travail dans un village, il faut l'évacuer pour qu'on extrait l'enfant. Il y a trop de risques aujourd'hui. Notre milieu aujourd'hui, c'est un milieu qui est pollué. Il y a du tout à médecin qui a couché à l'hôpital. Quand on couche à la maison, c'est pas bon. Parce qu'à la maison, mais les parents nous forcent d'accoucher ici. Quand c'est comme ça, si l'enfant est fatigué aussi, il ne peut pas venir. Forcé, il va mourir. Professeur Janou Koueplo a aussi encouragé les femmes de Sarakakro, Saminikro, Takikro, Zouban, Boka Kwamekro et Tébissou à la pratique de l'allaitement exclusif. Le lait de la mère contient suffisamment de substances. Sur 1 litre de lait d'une femme, vous avez presque 900 millilitres d'eau. L'ONG Enfance Harmonieuse a pour objectif d'amener les populations du milieu rural par la sensibilisation à adopter de bonnes pratiques pour une réduction tangible de la mortalité maternelle et infantile. Elle consacre ses activités sur l'éducation, la promotion du bien-être et l'épanouissement de l'enfant dans son environnement. Toujours en santé, mais loin de la Côte d'Ivoire, alors qu'Ebola se propage en République démocratique du Congo, l'Ouganda est également en alerte. Malgré les précautions, l'Organisation mondiale de la santé évoque un haut risque de propagation du virus en raison des nombreux contacts entre communautés frontalières des deux pays. Plus de 300 personnes sont décédées de cette fièvre hémorragique depuis le début de l'épidémie, déclarée le 1er août dernier par les autorités congolaises. Rosemont Kini, Pargasso Rokoni. Alerte Ebola à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. À la frontière, la Croix-Rouge vérifie la température des gens et leur intime de désinfecter mains et chaussures dans de l'eau colorée. Le conflit a fait fuir de là où Ebola a commencé, vers le côté de la frontière. Nous ne savons pas s'ils sont atteints du virus Ebola ou pas. Donc, s'ils ne continuent pas à vérifier les gens à la frontière, ça va se propager. Qu'ils continuent. Nous avons établi 6 points de contrôle au niveau de l'entrée principale Mpongwe où nous effectuons un contrôle quotidien. On peut contrôler jusqu'à 30 personnes quand il y a beaucoup d'affluence. Bien sûr, nous avons établi d'autres points de contrôle. Vous savez que notre frontière avec la RDC est très poreuse et nous avons réussi à ajouter 5 autres points de contrôle en plus du principal point d'entrée qui est Mpongwe.
Comment améliorer les rendements agricoles tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre? La question préoccupe l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO. Elle a mis en œuvre un projet pour soutenir la culture du riz. Après la phase pilote qui a duré 2 ans, les parties prenantes se sont retrouvées dans la ville de Gagnoa, dans l'ouest ivoirien, pour faire le bilan et dégager les perspectives à l'échelle nationale. Soro Corona. Hausse des températures, baisse des précipitations, perturbation des saisons agricoles avec pour effet la chute des rendements. À ces conséquences du changement climatique sur l'agriculture, la filière riz n'échappe pas. Pour adapter la riziculture à cette nouvelle donne et assurer durablement la sécurité alimentaire, la FAO a financé le projet Contribution à l'atteinte des objectifs liés au changement climatique et à la sécurité alimentaire via l'agriculture intelligente face au climat en Côte d'Ivoire, le cas de la filière riz. Il était question de pouvoir apporter une technologie qui est le SRI, qui est le système de riziculture intensive, qui permet de pouvoir produire avec moins de semences, moins d'intrants, des urées, et ça améliore la productivité. La phase pilote de ce projet a concerné le riz pluvial et irrigué à Gagnoa dans la région du Go. Pour un hectare, normalement, le producteur peut se trouver à 80 sacs. Mais pour un hectare, on se retrouve à 20 à 30 sacs. Mais avec cette nouvelle technologie, on se retrouve à 50 sacs, à 60 sacs. C'est vrai, on n'a pas atteint les 80 sacs comme nous le dit la FAO, mais ça a permis quand même de pouvoir atteindre les 50 sacs, 60 sacs. 2 ans, c'est le temps qu'a duré la phase pilote. Avant le passage à l'échelle nationale, les acteurs du projet se sont retrouvés à Gagnoa. Il a été question de faire le bilan et de dégager les perspectives. Ils ont pu doubler leur rendement. Donc à ce niveau, nous sommes vraiment satisfaits. Deuxième niveau de satisfaction, c'est la production des briquettes combustibles à partir des balles de riz. Aujourd'hui, nous avons des briquettes avec une très bonne efficacité énergétique. Le projet d'adaptation de la riziculture au changement climatique a également permis aux producteurs de se former à de nouvelles pratiques agricoles. Mettons le cap sur Boaké, où s'est tenue une conférence débat sur les approches, les défis et les perspectives du débat politique national. Elle est organisée par le Centre de recherche politique d'Abidjan. Ces causeries débats se tiendront dans 10 villes du pays, comme nous l'expliquent Ange Kouakou et Charles Tatsou. Causerie débat autour du sous-thème le dialogue politique, approche, défis et perspectives. Une série d'ateliers préparatoires initiés par le Centre de recherche politique d'Abidjan, CERPA. Cet atelier vise à accompagner le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire à travers un dialogue inclusif et consensuel autour de la thématique « La tolérance politique pour une réconciliation nationale ». Il s'agit pour nous de réunir une diversité de participants à cet atelier préparatoire. Nous voulons donner la parole à chacun d'entre eux dans un cadre de causerie débat. Les participants, notamment les composantes de la société civile, les représentants des partis politiques, les jeunes et les femmes, tous ont donné leur point de vue sur le débat politique national et fait des propositions. Qu'il y ait des espoirs d'union et de réconciliation en Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on passe d'abord par la tolérance et arriver à un dialogue politique afin qu'on puisse aboutir demain à une réconciliation, une vraie réconciliation. Cette causerie débat ouvre une série d'ateliers préparatoires qui se tiendront dans 10 villes du pays, notamment Yamoussoukro, Bandoukou, Divo, Korogo, Diokwe, San Pedro et Séguéla, jusqu'en mars 2019. Au Togo, plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce jeudi pour élire 91 députés. La coalition des 14 partis d'opposition a décidé de boycotter ce scrutin. Depuis 1 an, le pays est plongé dans une crise politique. Des dizaines de manifestations ont été organisées pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé. La nouvelle date des élections présidentielles, législatives et provinciales en République démocratique du Congo est fixée au dimanche 30 décembre prochain. La commission électorale se dit techniquement dans l'incapacité d'organiser ces élections le 23 décembre. La CENI invoque d'abord des raisons logistiques, sanitaires et sécuritaires. On écoute Corneille Nanga, le président de la CENI. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatives, nationales et provinciales auront lieu le 30 décembre 2018.
Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante. Longtemps simple plaque tournante des drogues de synthèse en provenance d'Amérique latine, le Nigeria pourrait bientôt devenir un pays producteur de méthamphétamine. Pour les trafiquants, ce stimulant devenu populaire dans le monde entier est aujourd'hui très rentable. Rosemonde Kini et Pargasoro Kone nous en disent plus. C'est l'une des plus grosses saisies réalisées au Nigeria. Mi-novembre, l'agence antidrogue a découvert ce laboratoire clandestin près d'Owerri, dans le sud du pays. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé l'équivalent de plus d'1 million de dollars de méthamphétamine. Le 9 novembre, une équipe du QG est venue ici et ils ont découvert un laboratoire juste derrière nous. Un laboratoire où ils produisent des méthamphétamines. Nous savons tous que c'est une drogue très dangereuse. Le propriétaire, un homme d'une trentaine d'années, avait fait construire une luxueuse villa pour sa famille. Il est aujourd'hui en prison. Le Nigeria est connu pour être une plaque tournante des drogues dures en provenance d'Amérique latine. Mais il y a 10 ans, l'arrivée de la méthamphétamine a changé la donne. Les Nigérians contrôlent désormais toutes les chaînes de production. En supposant qu'il y ait 10 ou 15 laboratoires de méthamphétamine dans tout le pays, on peut dire que plus d'1 tonne est produite par semaine au Nigeria et expédiée hors du pays. Le kilo se vend jusqu'à 15 000 $ en Asie et les cartels nigérians se livrent une guerre impitoyable pour le contrôle du marché. Les règlements se multiplient. L'an dernier, des hommes ont fait éruption dans une église catholique dans le sud du pays. 13 fidèles ont été tués pendant la messe, en majorité des femmes et des enfants. C'était comme une éruption volcanique, avec des tirs dans tous les sens dans l'église. Beaucoup de personnes ont été abattues avant que l'on ne comprenne ce qui s'est passé. Traumatisés, les habitants redoutent qu'un tel scénario se répète. La porosité des frontières, mais aussi la corruption généralisée pourrait faire du géant ouest-africain le nouvel Eldorado des trafiquants. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Passez une très bonne soirée.